Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré aujourd'hui au sujet des API. Je suis Stéphanie, directrice écosystème du pôle SCS. En introduction, juste quelques éléments techniques. Donc, la session sera enregistrée. Vous pouvez utiliser le module questions pour poser toutes vos questions. On essaiera de faire les choses les plus interactives possibles. N'hésitez pas à utiliser le module. On regardera au fur et à mesure des déroulement quelles questions sont posées et on répondra aux différents intervenants. Donc, aujourd'hui avec nous, Yannick Tremblay et Julien Pichon, qui interviendront dans l'intervention. Mais je souhaite juste réintroduire le sujet qui est la transition écologique des acteurs numériques chez SCS, donc pôle de compétitivité. L'objectif de ces cycles que nous faisons maintenant depuis 3 ans, c'est de donner des clés et des moyens aux entreprises, en particulier moyennes, pour mieux comprendre et engager les transitions. C'est également de préparer les entreprises aux exigences actuelles sur partenaires, des clients, des financeurs, des investisseurs, bref, de toutes les parties prenantes du domaine. Et bien sûr aussi de valoriser les actifs. Nous en sommes encore finalement dans le sujet de transition écologique à en faire le marketing, alors que nous devrions tous le faire pour d'autres raisons. Mais quand même, il est très important de valoriser toutes ces actions dès aujourd'hui. Beaucoup de partenaires nous accompagnent sur ces sujets, et également la région. Le cycle 5 ateliers en 2024, le premier a concerné le point impact, celui qui concerne le développement d'API. Il y aura un sujet recyclage des IoT cyber, les dispositifs régionaux à partir du mois de septembre, l'éco-conception électronique, parce que le écosystème, tech numérique quotidien, avec pas mal d'électronique. Voici l'agenda que je vous propose. Je vais parler 2 secondes du Green Voucher européen parce qu'il peut vous concerner. Et ensuite, on parlera de la partie collective de API Thinking et bien sûr de l'API Green Score, donc, les représentants aussi du collectif API Thinking, et bien sûr des questions-réponses. Très rapidement sur le Green Voucher, profitez-en. Les candidatures ont été reportées jusqu'au 31 mai. C'est un financement européen qui vous permet d'obtenir un forfait de 3 600 € pour des prestations d'accompagnement menées par des cabinets externes. Donc, ça concerne les acteurs de l'électronique et technologies numériques associées. Donc, grosso modo, tous les acteurs du pôle en termes de technologie. Et l'objectif de ces vouchers, c'est que vous puissiez les utiliser pour vous faire conseiller sur un sujet. Vous pouvez même travailler sur un bilan carbone, vous pouvez travailler sur une feuille de route d'économie circulaire, vous pouvez travailler sur n'importe quel sujet. Si j'étais vous, je candidaterais parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a peu de candidats et tous ceux qui vont candidater obtiendront les 3 600 €. Donc, c'est une façon simple et rapide d'obtenir un financement pour faire un travail sur une thématique qui sera la vôtre, peu importe la thématique, et qui sera éligible à ce financement. Vous avez une question, je crois. Ah, il y a de l'écho, problème de son. Donc, vous m'entendez mal, c'est ça? Ouais, Stéphanie, c'est vrai que la qualité n'est pas. La qualité n'est pas très bonne du son? On entend un bruit de fond derrière. Alors, le bruit de fond n'est pas chez nous, il doit être soit chez les intervenants qui sont en mode son. Peut-être couper vos micros, Julien et Yannick. C'est possible, Yannick, aussi de le couper. Est-ce que c'est mieux maintenant au niveau du son pour les participants? L'écho vient du micro de Yannick, peut-être, effectivement. Est-ce que c'est mieux maintenant? Si quelqu'un peut juste répondre sur la partie question. Parfait. Ok, super, merci Florian Chazal. Parfait. Je vous propose de passer sur la présentation donc, qui sera faite aujourd'hui par Yannick et Julien. Je vais leur passer la parole.
Est-ce que vous voyez tous mon écran? Julien? Oui, je le vois. Parfait. Et Yannick? J'ai l'impression qu'on n'a plus Yannick. Et moi, j'ai plus ma caméra, mais on va y arriver. On va y arriver. Yannick est Le toujours temps connecté. peut-être que. On va Ah, mettre ça son y est, micro. voilà. Yannick, peut-être couperait ta caméra pour laisser un peu de bande passante, j'ai l'impression. Comme tu avec ton téléphone. Non, Je il est vais couper recoupé. aussi la caméra pour privilégier la bande passante. Du coup, Julien, peut-être présentez-vous, comme ça au moins Oui, très bien. Donc, du enchaîne. coup, je vais me présenter, puis je vais présenter le collectif le temps que Yannick nous rejoigne. Donc, bah, merci en tout cas Stéphanie pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julien Bichon. Moi, je suis groupe API Solution Director pour le groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change, mais un établissement bancaire français, comme que vous la connaissez probablement. Et j'ai créé le collectif API Thinking. Alors, il y a une slide dessus, Stéphanie, si tu veux bien aller dessus. Je crois que ça va être 3 ou 4, et puis on reviendra sur les slides de Yannick tout à l'heure. J'ai créé le collectif API Thinking en 2020, voilà, c'est cette slide-là, qui est une communauté externe, donc pas absolument pas liée à BNP Paribas. J'ai créé ce collectif en 2020, à l'époque où j'étais chez BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, avec un objectif initial, c'était de réunir des experts API autour de la DSP2, la directive de service de paiement numéro 2, qui a imposé aux établissements bancaires européens et donc français d'échanger une partie de leur système d'information à des nouveaux acteurs, des fintechs, des néobanques, etc. Et donc moi j'ai mis autour de la table les 6 plus grosses banques françaises et des néo-acteurs, des néobanques, des fintechs, et on a commencé un jour du 16 mai 2020 en plein Covid, hein, une des énièmes vagues du Covid. Évidemment, c'était en distanciel comme on le fait aujourd'hui, pour échanger autour des problématiques dédiées aux API. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait eu une réglementation qui imposait des standards, mais la réglementation n'allait pas assez loin, je dirais, en termes de conception d'API, de design d'API, de publication, de tests d'API. Et donc, on s'est mis autour d'une table pour échanger autour de ces problématiques. Et puis progressivement, dans les mois qui suivent, on a les néobanques et les fintechs ont laissé leur place à d'autres acteurs, d'autres industries. On s'est aperçu que des entreprises comme le groupe Rocher, comme le groupe L'Oréal, comme la SNCF, Doctolib et plein d'autres structures françaises, Air France, Airbus, etc., avaient finalement les mêmes problématiques que celles du secteur bancaire que moi j'avais au sein de BPCE à l'époque ou chez BNP Paribas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a environ une centaine d'entreprises françaises qui font partie de ce collectif-là, environ 200 membres, environ, hein, j'arrondis, vous pouvez aller voir les chiffres mis à jour sur notre site internet, votre moteur de recherche préféré, probablement Ecosia. Et donc du coup, vous aurez les éléments. On a aujourd'hui donc une centaine de membres. On se réunit régulièrement en distanciel sur Teams de notre côté. Et puis, on fait en juin une rencontre en physique, en vrai, pour échanger et surtout pour souffler notre bougie. Donc là, cette année, on va souffler le 12 juin 2024. On va souffler notre 4e bougie. J'ai été inspiré de commencer en 2020. C'est plus facile pour compter. Donc, on va souffler notre 4e bougie. L'idée, c'est donc, à travers ce collectif, à travers ces échanges, de partager, de capitaliser sur des retours d'expérience, de capitaliser sur des bonnes pratiques ou des moins bonnes pratiques à ne pas refaire. Et puis, parfois, on est tant inspiré qu'on co-construit, on construit, et notamment le label API numériquement responsable que Yannick va nous présenter tout à l'heure. J'espère qu'il reviendra parmi nous, je le vois plus là, mais c'est peut-être normal. Et on a co-construit également une étude sur les solutions d'API management. Donc en fait, comment on fonctionne? On a des réunions trimestrielles en distanciel où on échange ensemble. On a aussi des intervenants extérieurs qui sont souvent des partenaires qui travaillent avec nous. Et puis on a des chantiers où on se voit plus souvent et moins nombreux, une dizaine d'entreprises. Typiquement, c'était le cas pour le label API numériquement responsable et donc la boîte à outils, pardon, numériquement responsable. Et l'idée, c'était de co-créer avec une dizaine d'entreprises et puis de communiquer auprès de tout le collectif et à l'extérieur du collectif, puisque c'est quelque chose qui est open source, nos réalisations, nos livrables. Voilà. Donc c'est évidemment entièrement gratuit pour les membres. L'idée est vraiment de capitaliser, de partager entre tout secteur d'activité.
Voilà, je ne sais pas si, s'il y a des questions ou si Yannick est revenu parmi nous. Je crois qu'Yannick est connecté, donc peut-être que je vais revenir au Super. début. Ouais, c'est ça, on va rembobiner et puis il va pouvoir se présenter. Exactement. Voilà, et je voulais attendre qu'il soit là pour faire la blague. La photo, c'est une photo prise dans la forêt près de Rennes, parce que je sais qu'on est bretons avec Yannick tous les deux. Et donc, il y a parfois du soleil à Rennes. Donc, je voulais l'introduire avec un peu d'humour. Et comme il n'était pas là, je voulais qu'il soit là pour qu'il entende cette dédicace. Voilà. Je crois que là, du coup, par contre, nous l'avons perdu. Je suis navrée de le dire, mais je ne le vois plus connecté. Donc, on va essayer de le Pour le temps qu'il rappeler. revienne, je peux Oui. introduire. Je vais pas introduire le groupe Rocher parce que je n'aurai pas la prétention de parfaitement connaître le groupe Rocher. De l'appli Green Score, du coup, alors là, c'est lui, donc on va l'attendre. Voilà, sur la partie, donc le gros prochain, en tout cas, il y a les deux marques que moi je connais le plus, ce sont les marques Petit Bateau et les marques Yves Rocher, mais il y a plein d'autres marques au sein du groupe Rocher, et je le laisserai compléter parce que j'ai pas révisé sur le groupe Rocher. Sur cette là, je pense qu'il voulait, et quand il vient, vous me dites, hein, pour que je lui laisse évidemment Mais euh, je me encore avec le micro. la primeur d'information. C'est une étude ARCEP-ADEME de mars 2003 qui indiquait que sans action de notre part pour limiter la croissance de l'impact environnemental du numérique, tout ce qui est l'empreinte carbone pourrait tripler entre 2020 et 2050. Et donc, ce rapport dit que si vraiment on ne fait pas de changement, avec l'utilisation de plus en plus croissante du numérique, hein, le cloud, la RPA, le stockage de data que l'on fait de plus en plus, les robots, le quantique, et évidemment les API, il y a beaucoup d'évolution là-dedans. Le point commun de toutes ces enablers technologiques, ce sont les API, qui sont vraiment au cœur du réacteur, au cœur de ses composants. Et donc, vous pouvez télécharger, si vous le souhaitez, avec le QR code en bas à gauche, ce dossier issu de l'ARCEP de 2023. Tout à fait. C'est un énorme sujet puisqu'ils ont enfin donné les 2, 3 premières solutions. Et la première solution, c'est l'éco-conception de tout, finalement, que ce soit le Alors, logiciel. éco-conception et par ricochet, l'éco-consommation aussi, parce que, Exact. et on le voit bien dans les API, hein, les API, alors je ne sais pas d'ailleurs si tout le monde est à l'aise avec ce que c'est une API, mais une API, c'est comme un tournoi de pas un tournoi, un match de ping-pong ou de tennis ou peu importe, mais il y en a un qui sert, l'autre qui réceptionne, qui essaye en tout cas. Donc, dans les API, il y en a un qui produit l'API et l'autre qui consomme cette API-là. Et donc, on parle d'éco-conception pour la production d'API, mais on parle également d'éco-consommation pour celui qui va consommer, puisque celui qui va consommer, s'il appelle l'API beaucoup trop de fois par rapport à son usage normal ou son usage légitime ou opportun, on a beau avoir une API extrêmement bien designée et conçue, responsable, ça n'empêche que la consommation, il faut aussi la regarder. Tout à fait. Je suis de retour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Yannick, Parfait. Je vous entends, Yannick. M'entendez-vous? oui, Oui, parfaitement. Désolé, Julien, tu devras prendre la suite. Tu prendras la suite. Si jamais je me fais déconnecter, je me fais dégager de la plateforme, je ne sais pas pourquoi. Donc, tu t'es arrivé sur la partie impact environnemental. L'intérêt du numérique est quand même quelque chose d'important à comprendre. On a Yannick, par souvent contre, ça tendance capte à l'oublier pas. en disant c'est pas. Alors, je te laisse continuer, Julien. Je te laisse continuer parce que c'est le son catastrophique en n'est pas termes de bon. vie. Le son n'est pas bon, par contre. J'ai un réseau qui a coupé. Je te laisse. Merci Yannick. Il va Euh, falloir prendre le spare, là, le c'est spare. ça. À la volée, c'est presque une patate chaude. Alors, j'ai pas, en toute transparence, je connais le sujet. J'ai pas regardé toutes les salles, mais on va essayer de s'en sortir. Évidemment. Donc voilà côté de ce Je vais avoir document-là. une animation, Julien, mais là, on a l'animation avec quelques chiffres. Donc, les devices, ça représente 79%. Ouais, voilà. Alors, voilà, c'est vraiment en toute transparence, hein, pour notre public là. C'est vraiment Yannick qui a fait 100% des slides, donc je vais les découvrir en même temps que vous, mais je connais le fond et donc je vais essayer d'assurer évidemment la poursuite de l'information. Donc ça, c'est les différentes consommations de chaque. Alors vous avez alors ça date de 2019.
sur l'équipement des utilisateurs, le réseau et les data centers, et ce que ça consomme en termes d'énergie, en termes d'eau, en termes d'électricité. Et on se rend pas forcément compte finalement de toutes ces consommations. Mais là aussi, alors ça date pas de l'ARCEM, ça date de greenIT.fr, qui est un site un peu référence sur le sujet du numérique responsable. Mais ça permet de prendre clairement conscience des différents impacts à la fois de l'équipement utilisateur, notamment par exemple le téléphone, la tablette, l'ordinateur, tout ce qui est réseau et tout ce qui est data center. On pourrait croire que le data center, enfin en tout cas pour échanger avec le groupe de travail, que les data centers sont ceux qui consomment le plus, notamment en eau. Hein. On a tendance souvent à entendre, on entend souvent les grands barrages pour refroidir les data centers des mastodontes, notamment des GAFAM. Et finalement, on s'aperçoit que c'est plutôt les équipements individuels qui consomment le plus. Alors cette slide-là, je vais pas la décrire parce que là, je sais pas du tout de quoi il veut parler. C'est du direct, hein, donc on va aller directement sur le label, je pense. C'est un extrait minéré, mais voilà. On va aller directement sur le label. Et moi, je vais essayer de voir. Oui, ça, je Voilà, pense ça que c'est ce que je disais. Ouais, ça c'est ce que je des disais tout à illustrations. l'heure en introduction. Bah, voilà, je ne sais pas qu'il avait fait une slide dédiée, c'est des directs, mais en fait, toutes ces nouveautés quelque part, que ce soit la RPA, la data, ce que je disais tout à l'heure, hein, a un impact extrêmement fort et en 30 ans triplera l'impact environnemental. Et donc là, on revient à gauche sur le QR code de l'étude et la petite animation qui reflète que les API sont vraiment le cœur du réacteur, le cœur du composant de l'ensemble de ces éléments technologiques, de ces enablers technologiques. Et moi, je vais regarder juste 2 petites secondes. Je devais avoir aussi peut-être les slides en alors, l'API Green Score, donc, je disais tout à l'heure label, mais c'est un abus de langage, c'est plutôt une boîte à outils. Donc, Toolkit, c'est plutôt une boîte à outils que l'on a pensé en open source dès le début et que l'on a co-construit. On était une petite dizaine d'entreprises, hein, donc il y avait le groupe Rocher, la SNCF, la Société Générale, BPCE à l'époque et d'autres. Et donc, on s'est mis autour d'une table, on s'est dit, ouais, alors nous, on essaye de faire des API mieux designés pour nos consommateurs d'API. On essaye de faire des API plus sécurisés, mais finalement, à quel moment on se pose la question et comment on pourrait se poser la question de concevoir les API de manière éco-responsable? Parce qu'on a tous en informatique, en tout cas dans nos métiers informatiques et dans d'autres secteurs d'activité, cette responsabilité-là de penser green, un petit peu comme quand on vous passez le permis, alors ça fait un certain nombre d'années, mais c'était déjà les prémices pour moi il y a 20 ans, d'avoir une conduite plus souple, d'anticiper le feu rouge et d'utiliser le frein moteur, etc., etc. Et donc tout ça, pour les API, ça n'existait pas. Et donc on a créé cette boîte à outils, l'API Green Score, comme vous voyez le visuel en bas à gauche, et en plus petit, il y a marqué pas API Thinking, hein, parce qu'on est fiers au sein du collectif d'avoir créé cette boîte à outils. Et cette boîte à outils, elle a été conçue, imaginée pour aider les consommateurs d'API, pour aider les designers, ceux qui conçoivent les API, et les propriétaires des API, de se poser des bonnes questions sur l'impact du digital des API. Et donc, je parle évidemment de ceux qui fabriquent, hein, les designers, ceux qui sont propriétaires, les owners, et ceux qui consomment les API. C'est vraiment ces 3 populations. Donc, on a basé ça sur 7 domaines différents. On va les voir dans la slide d'après. Et puis, des différents indicateurs que l'on a créés. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Alors, l'idée, c'est pas une grille. Je veux bien que tu reviennes, Stéphanie, dans la slide juste avant, et on reviendra sur les 7 domaines, évidemment. L'idée, c'est pas de comparer des sociétés comme, alors je vais parler BNP Paribas et le groupe Rocher en termes pour dire qui a les meilleures API ou qui conçoit le mieux les API. C'est pas comme dans un magasin où vous avez vos machines à laver A plus et vous comparez, vous regardez les prix puis vous faites votre choix en votre aide et conscience. Là, l'idée, c'est que chaque entreprise puisse s'approprier cette boîte à outils et éventuellement l'ajuster au regard des prérogatives, des règles d'architecture de son entreprise. Architecture informatique, hein, bien entendu. Par exemple, s'il y a des langages informatiques dans une entreprise comme BNP Paribas qui sont interdits ou pas conseillés pour telle et telle raison, et que la boîte à outils dit il faudrait utiliser ça, ben, on va pas l'utiliser, on va essayer de changer un peu les paradigmes côté de l'entreprise. Donc, c'est vraiment
L'idée n'est pas de comparer les entreprises, mais d'améliorer l'éco-conception et l'éco-design des API, de chacune des API de l'entreprise. Et surtout, ce qu'il faut retenir de ça, et c'est important, c'est que euh, c'est quelque chose d'open source, c'est quelque chose qu'on a mis sur notre site internet du collectif API Thinking dans la partie livrable. Vous pouvez, ce sont des fiches Excel et des PowerPoint, hein, PPT ou PPTX, je ne sais plus. Vous le prenez, vous le mettez sur votre bureau, vous faites les modifications que vous souhaitez, vous mettez le logo de votre entreprise et vous pouvez ensuite le communiquer en interne. C'était vraiment important pour nous d'avoir cette vision open source de cet outil-là. Donc voilà, donc pour résumer, c'est pour les consommateurs pardon, et les producteurs et les consommateurs d'API pour les aider à avoir une démarche d'éco-conception et d'éco-design. Voilà, des règles de bonne pratique et de bon sens. Et voilà. Donc on a créé différents domaines. Vous en voyez 7 là. Alors je vais pouvoir passer sur chacun d'entre eux. 7 domaines et différentes catégories. Alors 7 domaines, par exemple le cycle de vie d'une API. Euh, sur l'objectif vraiment du cycle de vie, par exemple, on voit en premier, c'est de décommissionner les API qui ne sont pas utilisées. Ça paraît anodin, mais en fait, bah, pas tant que ça. Parce que on le voit, moi je le vois par exemple au sein de BNP Paribas, souvent on a tendance à laisser mourir, si vous me permettez l'expression, l'API, mais on se pose rarement la question, ou parfois après plusieurs années, bah tiens, l'API elle n'est pas utilisée, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Ou alors même jusqu'à dire, est-ce qu'on a un indicateur dans l'entreprise qui va vérifier les API qui sont utilisés? Parce que dans les projets bancaires que je représente, et j'ai connu que la banque, je vais parler souvent de la banque, en 15 ans de carrière, j'ai connu que des groupes bancaires, eh bien, on se dit, on fait le produit, l'application, à travers des API, et puis ça prend un peu de temps, hein, des mois, parfois des petites années, et à la fin, on met à disposition du client ou de notre entité le produit, et on vérifie pas qu'on utilise 100% des fonctionnalités, 100% des API. Et donc, petit à petit, l'API va devenir inutilisée, voire inutilisable, et on fait jamais ce point-là. Donc, par exemple, au sein de BNP Paribas, on a créé un indicateur avec les API qui sont utilisées au moins une fois par mois, par trimestre. Et si elle n'est pas utilisée par trimestre, elle devient orange avec un petit indicateur hein, dans un visuel, dans un graphique. Et puis au bout d'un an, elle devient rouge et on considère qu'il faut la décommissionner en accord évidemment avec l'IT et le métier concerné. L'unification des catalogues, alors je ne vais pas tous les citer, hein, mais voilà, sur le cycle de vie, on a mis en place un certain nombre de pratiques, de listes de pratiques pour avoir un référentiel commun, pour avoir le nombre de versions des API qui sont diminuées le plus possible, qui peuvent parfois paraître du bon sens pour certaines ou certains, certaines entreprises ou certaines personnes, mais qui, mis bout à bout, on se dit, ah ouais, on n'avait pas pensé à tout ça, quoi. Donc voilà des exemples un peu concrets sur le cycle de vie. Voilà, je pense au retrait des API, par exemple, inutilisés. C'est clairement un des exemples de KPI que l'on doit mettre en œuvre. Sur l'échange de données, échanger avec des fichiers de petite taille plutôt que des grosses tailles, réduire la taille des charges utiles des API, adopter des principes de granularité plutôt que de donner une API qui fait papa-maman, on va peut-être regarder découper quelque part l'API en microservices pour que le consommateur appelle juste le service dont il a besoin, plutôt que d'appeler l'API qui fait tout et de ne se servir que d'une toute petite cote-part. Une API, par exemple, qui donne les horaires d'ouverture d'agence et l'adresse de l'agence, hein, pour prendre un cas concret assez simple, peut-être se poser la question de faire 2 API ou 2 services dans l'API, un sur les horaires d'ouverture d'agence et un sur l'adresse. Puisque si Google Maps veut, par exemple, que l'adresse, il utilisera que l'adresse. Si un autre service ou si Teamapper qui veut que l'adresse prendra l'adresse, si Google Maps veut les horaires, il pourra prendre que les horaires. Donc ce découpage finalement un peu plus fin permet pas forcément une éco-conception, mais une éco-consommation de l'API grâce à la granularité. Et ça, il faut la penser dès le début. La troisième, c'est sur la donnée, tout ce qui est réduction et optimisation de la donnée. Là, on parle de limitation de requêtes, on parle d'utilisation de cache pour éviter d'appeler l'API trop souvent. Et on parle un petit peu comme tout à l'heure sur l'échange de données, on va essayer de maximiser le fait de minimiser la taille de la charge utile. Sur l'architecture, on va essayer de
promouvoir, de mettre en avant une architecture événementielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors je vais essayer de prendre un exemple concret, plutôt que d'appeler une API, alors je vais vous donner un exemple concret concernant la banque. Quand vous êtes sur un site de courtage, vous avez, vous rentrez votre pédigré, ce que vous souhaitez comme crédit immobilier, par exemple. Et puis, l'API va appeler chacune des banques pour demander quel taux on aurait. Si on fait de l'événementiel, au sens architecture API du terme, vous allez demander à chaque fois à la banque le bon taux que vous ferez pour cette personne-là ou pour cette durée-là et ce montant-là. Et vous allez le faire à chaque fois qu'un utilisateur va vous le demander, plutôt que d'aller le faire toutes les 5 secondes pour savoir si le taux a changé. Vous allez le faire une fois au moment de l'événement, c'est pour ça que ça s'appelle de l'événementiel, en anglais c'est l'event, tout simplement, et vous allez le faire à chaque fois que vous en avez besoin. Vous n'allez pas le faire toutes les 5 secondes pour savoir si le taux a changé, parce que ça ne servira à rien s'il n'y a pas d'utilisateur qui vous a demandé le taux pour cette banque ou qui vous a demandé un emprunt sur 25 ans de 500 000 euros pour une très grosse maison, mais vous n'allez pas demander toutes les 5 secondes, vous allez le faire que au moment où vous en avez besoin. Et ça, c'est de l'architecture événementielle qui va permettre en fait de diminuer la consommation aussi d'API et donc le nombre d'appels et donc l'impact environnemental de l'APIisation. 1, 2, 3, 4, 5 en rose violet là, la partie outillage. C'est hyper important d'avoir évidemment l'outillage. Le process c'est bien, mais l'outil c'est encore mieux. Sur l'outillage, l'idée c'est d'avoir, et on le disait tout à l'heure dans le life cycle, des KPI pertinents sur l'utilisation de l'API, sur le nombre de calls de l'API. Si on a un trop grand nombre, d'ailleurs, ça peut être un problème de hacking, et voire d'optimisation de l'API, voire de passer en événementiel. Et donc, les KPI, le quanti sur les API, c'est vraiment important. En plus du quali sur les choses d'avant. Yannick nous a rejoint peut-être, non? Ouais, et si vous m'entendez bien? Oui, très bien. Mieux en tout cas. Super. Ok, donc je vois pas les slides, mais c'est pas grave, je les connais par cœur. Donc merci Julien. Je vais essayer de reprendre dans le pied levé, c'est impressionnant. Et donc ce que disait Julien sur la partie outils, ce qui est important, c'est de mesurer, parce que sans mesure, très difficile de faire évoluer un système, de l'améliorer, de l'éprouver. Donc ça c'est sur la partie outils, et c'est peut-être la première brique à mettre en œuvre dans une infrastructure de type API. La première chose qu'il faut faire, c'est mesurer le nombre d'appels que vous pouvez avoir, qui les appelle, comment, quelle est la taille, parce que sans ça, ce sera très, très compliqué d'aller chercher des axes d'amélioration. Pour la partie infrastructure, on revient un peu ça recoupe un peu ce qu'on a côté architecture, mais c'est plus de se dire, est-ce qu'on met les usages au plus proche de nos collaborateurs, au plus proche de nos consommateurs? Si je prends l'exemple de L'Oréal, ils ont certaines API qui sont déployées sur des environnements cloud aux États-Unis. On a la même démarche chez nous avec nos équipes Arbonne aux États-Unis. On va peut-être mettre des solutions plus proches d'elles pour éviter les problèmes de latence, les temps de réponse et améliorer la qualité. Et puis le dernier volet, c'est celui qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, c'est la partie communication. Alors on a toujours la petite blague de dire, de nommer l'API, de trouver un nom à cet outil, à cette caisse à outils qui va vous aider à identifier les axes d'amélioration autour de vos API. Mais on voit bien que c'est quand même quelque chose de clé, et c'est ce qui va nous aider ensuite à améliorer ce qu'on met en place. Parce qu'on est toujours sur une première version de cette caisse à outils, qu'on a besoin des contributions de tout le monde. Et donc c'est de partager des guides de bonnes pratiques. On vous aurez quelques takeaway à la fin en vous donnant des exemples de plateformes qui existent pour vous aider à mesurer au-delà des API, mais votre code, vos plateformes, votre façon de travailler. Et puis, adapter la communication aussi en fonction des personas qu'on a en face de nous. Julien l'a certainement évoqué juste avant, mais entre discuter avec des métiers et discuter avec des équipes DevOps, il faut adapter le langage, adapter le vocabulaire pour qu'il soit le plus compréhensible et le plus accessible au plus grand nombre. Je laisse passer à la slide suivant. Donc, ce qu'on a fait en fait autour de cet outil, c'est qu'on a défini les 7 domaines et puis on s'est dit comment on va améliorer, enfin comment on va aller rechercher de la valeur sur chacun de ces domaines. Et si je prends le cycle de vie, la question qu'on se pose à chaque fois sur chacune des cartes, c'est ce qu'on a mis en place. Qui est concerné par le cycle de vie des API? Eh bien en fait tout le monde. C'est important que tout le monde sache qu'il y a un catalogue qui existe, que ces API permettent de récupérer certaines informations et pas d'autres. Julien évoqué juste avant le cache, mais de dire est-ce que les données sont cachées ou pas. C'est très important. Je vais vous donner un exemple très précis, et je l'ai un petit peu après, mais Enedis, si vous essayez de récupérer les informations de Linky, ça sert à rien d'aller récupérer les informations toutes les 10 minutes, puisque les données sont mises à jour à 23h59, à J-1.
Donc, vous vous en rendez compte dans la pratique, mais il est important que dans la documentation, on dise, ben voilà, les informations restent à ce moment-là, où elles sont cachées dans un système, et si vous voulez voir un refresh, il y a telle action ou telle action à réaliser. Et donc, à chaque fois, ce qu'on fait sur les cartes, on explique les différents éléments qui vont nous permettre d'alimenter le cycle de vie, donc la gouvernance. On revient sur les histoires de métriques, comment je capte de l'information, qu'est-ce que je dois donner, et puis quelques exemples pour être très opérationnel. Parce que la démarche que nous avons eue sur la création de cette API GreenScore, c'est d'être au plus proche du terrain, d'être très opérationnel et pas être sur des décisions de principe ou une argumentation plutôt très haut niveau. On voulait vraiment descendre sur la démarche opérationnelle qui parle à la fois à des métiers et à des IT. On peut passer au slide suivant. Alors, ce qui est toujours difficile dans une grille d'évaluation, c'est de définir des critères qui sont objectivés, sur lesquels on puisse les expliquer. Et en partant sur 7 domaines, on se dit que c'était quand même assez large comme démarche. Donc c'est plus pour expliquer le fonctionnement, ce qu'on avait imaginé derrière, ce qu'on imagine encore derrière. Et on s'est dit, on va peut-être les regrouper en 4 catégories différentes. Une qui est côté architecture, sur laquelle, en fonction de votre profil, en fonction de votre domaine d'activité, vous n'aurez peut-être pas forcément la main, puisque vous allez hériter d'une architecture qui est existante. Si on prend l'architecture événementielle, c'est peut-être pas dans vos objectifs à 1 an, à 2 ans, de la mettre en œuvre. Mais c'est quand même d'influer sur la roadmap qu'on pouvait avoir. Et la partie design, donc comment j'ai construit mon API. Donc là, on va plus s'adresser à la fois aux designers, donc aux créateurs des API, mais aussi aux demandeurs de ces API. On va avoir un domaine autour de l'usage, comment j'utilise mon API, quelle est la fréquence, est-ce que je suis bien sur les dernières versions. Et puis les derniers sur la partie log, qui pour nous est essentielle, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, sans mesure, difficile de s'améliorer. Et donc, on peut descendre juste une fois, voilà. Et donc, ces 4 catégories vont regrouper chacun des items qu'on a en dessous. Et comment ça se représente? Si on passe au slide suivant. Comment ça se représente? Ça se représente avec une jolie grille qui fait mal aux yeux, j'avoue. Elle est quand même un peu compliquée, mais je vous donne un peu de détails. L'objectif, c'est d'avoir une note à la fin. Cette note, on se retrouve sur des classifications que vous connaissez certainement dans le milieu de l'électroménager ou de l'automobile, avec une évaluation de A à E. En fait, ce qui est important, c'est pas de savoir que vous soyez A ou que vous soyez E. Alors, si vous êtes E sur l'évaluation de votre API, tant mieux, vous avez une marge de progression. Mais c'est pas ça qui est important. C'est comment vous allez faire évoluer le système pour attendre le plus possible vers une note supérieure, avec des points supérieurs à 6000 points. Et comment on obtient ces points? C'est l'addition faite des différentes catégories. Vous voyez architecture, design, usage et log. Et sur chacune de ces catégories, on a mis une pondération en place. Et ça, c'est vraiment un outil de base, comme on le dit, une caisse à outils, une boîte à outils, dans lequel vous allez piocher en fonction de votre périmètre. Vous allez définir les règles que vous voulez mettre en place sur vos infrastructures, sur vos applications, sur vos métiers ou vos entreprises. Et si certaines règles, vous considérez qu'elles ne sont pas utiles ou pas nécessaires, vous pouvez la supprimer. On reprend l'exemple de l'architecture événementielle, c'est pas quelque chose dans votre stratégie, vous supprimez la règle telle quelle, vous refaites la pondération et ça permet d'avoir une grille de lecture. Et donc, on voit bien qu'il y a une répartition entre les différents. Et si je vous donne un peu plus de détails sur la fameuse règle AR05, par exemple, donc le slide juste après, comment ça se traduit? Eh bien, on parle d'architecture, on est sur une règle, donc on l'a normalisée, AR05 comme architecture, la 5e règle. On va parler du carbon footprint dashboard. Donc, on revient toujours sur la même chose. Je répète un peu, mais la répétition est importante. C'est que sans mesure, difficile de voir où sont les impacts. Et puis, on donne un descriptif. Donc là, on peut cliquer sur les plusieurs fois pour afficher les différents éléments. Voilà, le texte et qui est concerné. Donc, ce qui va être important, c'est que ça concerne plutôt les API producteurs ou les API consommateurs, donc nos deux personas. Et puis, juste après, est-ce qu'on va plutôt impacter le réseau? Est-ce qu'on va plutôt impacter le compute? Ou est-ce qu'on va impacter le storage? Donc, on retrouve en partie les différents éléments qu'on a sur les 3 tiers autour de l'IT que vous avez vu au tout début de la présentation. Et comme je vous disais, on veut du concret. Si vous passez juste au slide derrière, eh bien, typiquement aujourd'hui, que ce soit Google ou Microsoft ou Azure, tous, donc dans la partie cloud, tous vous proposent des outils pour aller mesurer votre impact environnemental. Si vous êtes sur du on-prem, ce qui arrive souvent dans le domaine bancaire, et donc vous avez la main sur vos infrastructures, c'est-à-dire que vous avez la capacité d'installer des logiciels bas niveau, il y a des outils open source comme Hublot de Scaphandre qui existent, qui vous permettent d'aller récupérer ces métriques. Mais prenons le cas qui nous concerne pour le groupe Rocher, et c'est également la même chose chez L'Oréal. Donc Julien Brun, avec qui on a pas mal travaillé au début sur ce sujet-là. En fait, Google nous a fourni dès 2022 un dashboard qui nous donnait la consommation, l'équivalent CO2 de nos différentes solutions. Mais c'était pas satisfaisant puisqu'on n'avait pas la possibilité de descendre à une granularité
suffisamment basse. Et donc typiquement, je vous montre ce board ici qui est celui de droite qu'on a reconstruit avec les données qui ont été fournies par Google. Et ce board nous permet d'identifier où tournent nos différents composants, où sont nos runtime. Et on a fait une découverte qui était plutôt intéressante pour nous. Quand on a mis en place notre plateforme d'API management, on s'est rendu compte, donc on voulait la faire à la fois sur l'Europe et les États-Unis. Europe plutôt avec un mix énergétique éolien et nucléaire, puisqu'on est plutôt orienté sur la Belgique et Pays-Bas. Et aux États-Unis, le mix était un peu plus comme en non low carbone. Et on s'est rendu compte en fait qu'on avait un équipement qui consommait énormément, qui avait énormément de rejets. Et en fait, cet équipement était aux États-Unis parce qu'il était global, il était international, enfin mondial, pardon. Et donc, en modifiant la configuration de cet équipement, en lui disant, ben non, on n'a plus besoin qu'il tourne que sur l'Europe, ça a permis de diminuer drastiquement notre consommation, enfin l'équivalent CO2 de nos infrastructures. D'où l'importance d'avoir ce type de dashboard qui soit visible et qui soit compréhensible par le plus grand nombre. Donc, voilà un des exemples très opérationnels. Si on descend un slide souvent, donc là on va parler des échanges de données, donc rappelez-vous les 7 domaines, là on est sur une règle autour du design, donc ça va concerner la construction de l'API, et de se poser la question, est-ce qu'il faut faire du JSON ou du XML? Donc ce sont deux formats d'échange autour des API, et donc c'est de dire qu'est-ce qui impacte plus, alors qui est concerné l'API designer, et quels sont les impacts? On va retrouver du réseau, du compute et du storage. Et donc si on passe juste au slide derrière, alors là, ici, dans mon exemple, je montre finalement que le XML est moins verbeux que le JSON, mais il y a des cas d'usage où c'est pas le cas. Et donc, d'où l'importance d'avoir une mesure, à un moment donné, d'être capable de récupérer la taille de mon message que je vais échanger. Donc, on parle de payload. Donc, si on descend juste d'un slide, parce qu'un point clé, c'est pas juste de réfléchir, je fais mon API, et au moment de mon design, ouais, voilà, là, elle fait quelques kilos, c'est ridicule, ça paraît pas avoir trop de sens. Sauf que si vous ramenez ça à du volume en nombre d'appels par jour et en nombre d'appels par mois, on commence à avoir des gigas d'écart entre les deux, et ça peut être beaucoup plus conséquent en fonction du domaine métier dans lequel vous êtes et des données que vous allez rapatrier. Donc c'est vraiment un point clé qu'il faut retenir, c'est comment je vais identifier la taille de mes messages, comment je peux l'optimiser, trouver le bon format, parce qu'on a encore des systèmes qui fonctionnent en XML, tout n'est pas sur du JSON, donc qui sont les deux standards de communication aujourd'hui. Il y a encore d'autres formats qui existent, on a le GraphQL qui est encore un autre format, mais voilà, c'est bien de comprendre en fonction de l'usage qu'on va avoir ce qu'on en fait. Et donc on va pouvoir passer au slide juste derrière. Il y a certaines règles qui vont mixer à la fois de la data et du data exchange. Prenons le cas du cache. Donc là, c'est un exemple que Julien Brun de L'Oréal a mis en œuvre. C'est d'expliquer qu'on a certaines requêtes où on n'a pas besoin d'aller récupérer les données toutes les 10 secondes. Il se trouve une mise à jour à la demi-heure, à l'heure, à la journée peut être suffisante. Alors, je vous laisse chercher dans les domaines financiers ce que ça peut dire ou dans d'autres domaines. Mais prenons l'exemple de Yves Rocher, si on prend le slide juste derrière. Si je dis pas de bêtises, voilà. Donc là, l'exemple de L'Oréal, c'est d'aller montrer la mesure de cet usage de cache, mais reprenons l'exemple que j'ai côté Yves Rocher. Les heures d'ouverture de mes magasins ne changent pas tous les jours. Les 700 magasins que nous avons en France, elles ne changent pas tous les jours. Le détail des soins que je peux avoir dans mes magasins ne change pas tous les jours. Donc c'est peut-être pas utile d'aller requêter en base de données systématiquement quand je vais demander les informations du magasin Le Bastard à Rennes. Donc j'ai peut-être moyen de le garder pendant quelques jours. Et L'Oréal, exactement la même démarche avec la capacité en plus de mettre en avant l'impact que ça peut avoir sur l'usage de ce cache et l'économie qu'ils ont fait sur les appels entre la plateforme d'API management et les sources de données qui sont disponibles derrière. Alors souvent on nous dit, mais oui, en fait, dans votre démarche API Grandscore ou d'API numériquement responsable, vous occupez que des API, vous occupez pas de l'application web. Ben, je dis non, parce qu'en fait, il y a déjà énormément d'outils qui permettent de le faire. Je vous invite à regarder Frugger, par exemple, ou Soft. Et puis, côté back-office, côté back-end, pardon, sur les systèmes cloud, il y a des outils aussi qui permettent d'aller améliorer le système. Je vais vous présenter quelques-uns après. On fait vraiment un côté focus, côté API, parce qu'on est au cœur du système, on est au cœur de tout le monde. Et il y a moyen d'avoir des axes d'amélioration assez importants. On peut passer au slide suivant. J'espère ne pas parler trop vite pour les personnes. Et donc, on donne un autre exemple, un autre petit exemple assez, enfin petit, il n'est pas petit, mais assez concret, sur les échanges de données, de travailler autour des méthodes quand on va récupérer de la donnée, donc sur du get, qu'on a moyen d'aller filtrer les données qu'on veut récupérer. Si on passe au slide juste derrière, ces différents documents, hein, c'est une synthèse que vous voyez ici, mais ils sont disponibles sur le site d'API Thinking, et puis on sera disponible pour vous donner un peu plus de détails si vous êtes intéressé par le sujet. Mais voilà, prenons l'exemple d'adresse data.gouv où on récupère une adresse postale
eh bien, je peux récupérer que les 5 premiers résultats. Donc, prenez une rue un peu plus connue, ça sert à rien d'aller récupérer les 50 si vous voulez traiter juste quelques données. Repensez au volume, au nombre d'appels et à l'impact qu'il y a derrière. Et donc, de bien gérer les cas aux limites aussi si vous dépassez le nombre de données que vous pouvez récupérer. Ça semble tellement évident, tellement de la bonne pratique, mais là on est dans une démarche d'éco-conception et d'éco-design de nos API, et c'est pas systématique en fait, on le retrouve pas sur toutes les plateformes. Donc si on prend l'exemple juste derrière, là c'est un exemple avec Spotify, la même chose où on peut demander à récupérer les 50 premières catégories de musique, ou de prendre les 30, enfin de 0 à 50, ou simplement de récupérer les 20 dernières. Imaginez sur des tables de valeurs que vous voulez récupérer, vous n'avez pas besoin de récupérer l'ensemble des informations, de mettre en place de la pagination. On revient sur des bons principes qu'on avait il y a quelques années quand nos bandes passantes, type nos téléphones, n'étaient pas aussi performantes. Je vais se passer au slide suivant. Et si je vais faire un petit focus sur la partie log, parce que c'est bien d'aller collecter de la donnée, mais c'est bien aussi de bien la gérer, cette donnée. Et c'est un point qu'on a rencontré rapidement. On utilise une plateforme qui s'appelle Elasticsearch, en l'occurrence avec Kibana, ELK, enfin il y a toute une suite. Et rapidement, on a été contraint de faire des montées de version, plutôt pour avoir de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités plutôt intéressantes. Et on s'est confronté à des problématiques de volumétrie. On commençait à avoir des gigas, des terras de données qui commençaient à être disponibles. Et on avait mal exploité le côté comment je peux garder de la donnée qui ait du sens sans avoir à garder ces volumes conséquents qui ne seront plus, qui n'ont plus le même niveau d'information. On peut prendre l'exemple qui est juste derrière. C'est un exemple qu'on a mis en place très rapidement côté Yves Rocher. Alors, côté groupe Rocher, côté Yves Rocher et Dr Pierrico sur chacune de nos marques, où on a un nombre d'appels, c'est-à-dire qu'on collecte chacun des appels d'API. C'est à la milliseconde. Et donc, ça me permet, si je fais du support, de voir là où je peux avoir des problèmes de performance ou si j'ai des problèmes d'appel, donc de type de réponse. Et là, on est sur du get, du post. Voilà, je récupère les verbes, je récupère le temps de réponse et le détail de mon API. Mais en fait, au bout d'une journée, ça ne m'intéresse plus de savoir qu'à 10h32 et 52 millisecondes, j'ai eu un appel. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai eu des appels à 10h30 et que je commence à agréger ces informations. Alors, en effet, je vais perdre du sens, je vais perdre de la finesse dans ce que je récupère. Je vais plus avoir les verbes, je vais plus avoir le détail des temps de réponse, mais je vais faire une moyenne. Et ce qui va m'intéresser, c'est une tendance. Si je veux regarder comment se comporte ma plateforme au moment de la fête des mères, en 2023, si ça m'intéresse de savoir quels sont les comportements, à quel moment je peux avoir des interventions, ces types de données m'intéressent, mais à l'heure, non plus à la seconde ou à la milliseconde ou à la minute. Et donc, ce qui est important, on peut passer juste au slide derrière, ce qui est important d'avoir en tête, en fait, c'est de penser au volume de données qu'on agrège. Et donc, le slide juste derrière va expliquer, en fait, sur quelques règles très simples, sur de la configuration côté élastique, où en quelques lignes, on peut dire, voilà, je veux garder les données tant de temps, donc en l'occurrence, c'est 45 jours, et au bout de 45 jours, tu me les agrèges. Et tu me perds telle et telle donnée, ça c'est pas grave. Par contre, tu vas me faire une moyenne sur les temps de réponse. C'est des pratiques à mettre en œuvre. Donc, je le montre avec Elastic, mais je suis sûr que ça existe avec du Datadog, avec d'autres outils du marché. Mais c'est de bien y penser parce que on peut très vite engranger du volume de données et finalement être à l'inverse de ce qu'on dit depuis le début, d'être frugal dans nos usages et finalement de déborder parce qu'on a besoin d'espace disque et puis on a besoin de compute pour récupérer ces métriques. Voilà, c'est important d'avoir cette idée en tête. Alors, quelques ressources que je peux vous communiquer. Il y a une qui est excellente, qui est l'Institut du numérique responsable, qui a publié 491 règles, finalement il y en a un peu plus de 500, qui est assez haut niveau, qui va intéresser vos métiers, vos architectes, enfin plusieurs domaines. Mais voilà, c'est un des éléments importants. Il y a une excellente formation de 30 minutes sur le numérique responsable qui est faite, et ils ont une certification que j'ai passée en début d'année, qui est assez exigeante, pour sensibiliser les parties prenantes, et ça concerne toutes les populations. C'est pas forcément des populations de la tech qui est concernée. On a pas mal de nos collaborateurs dans l'industrie qui ont passé aussi ces certifs. Et même pour vos enfants, c'est plutôt bien construit le MOOC de 30 minutes que je vous évoquais au tout début pour expliquer la matérialité du numérique. Le slide juste derrière redonne d'autres sources d'informations, donc la Green Software Foundation aussi, qui travaille sur ces sujets-là, autour de l'éco-conception et qui fournit des guides de bonne pratique. Je vous invite vivement à lire le livre qui est sur la partie, alors plutôt web, mais qui était une grosse source d'inspiration sur le Green IT, et entre autres autour de l'éco-index et EcoCode.
Et je vous donne un tout petit mot autour des co-codes. Si vous êtes dans le milieu du développement logiciel et des démarches DevOps, sur l'intégration continue, il y a des outils qui vont permettre de mesurer statiquement la qualité de votre code, l'impact environnemental qu'il peut avoir. Le challenge est la semaine prochaine avec le Crédit Agricole et donc à Paris. Mais c'est pas Crédit Agricole est sponsor d'événements, mais aussi la Banque de France. Enfin, il y a pas mal de personnes. Si vous n'avez pas pu y participer cette année, je vous invite à le faire l'année prochaine. C'est un excellent challenge pour fournir des outils, ce qu'on appelle des plugins, dans une suite qui s'appelle Sonar, qui permet d'évaluer la qualité du code. Alors, il y a la qualité sur les critères OWASP, la qualité sur les tests, enfin pas mal de choses. Il y a un sujet autour de l'éco-conception de services numériques. Juste derrière, il y a le slide du challenge, mais c'est pas le plus important. Et je vous laisse passer au suivant en vous disant qu'en fait, ces démarches-là, il y a le ministère interministériel du numérique éco-responsable, donc le slide juste après, qui se l'approprie et qui met en avant certains types d'outils. Et donc, je vous parlais d'EcoCode, EcoDiac, enfin voilà, il y a énormément de choses. Il y a Scaphandre tout en bas à droite, qui permet de mesurer l'impact de consommation d'énergie de nos machines. Voilà, il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui. On part pas sans rien. Il n'y a pas de feuille blanche. Il y a pas mal de communautés qui existent. Et je vais terminer par les 3 derniers slides pour garder de la place pour les questions. Donc aujourd'hui, l'API Green Score, il est disponible sur un repo GitHub sur lequel on a besoin de contributions, on a besoin de vos aides. Parce que faire des présentations, des slides, c'est bien, mais ce qu'on a besoin, c'est de choses opérationnelles très concrètes sur lesquelles les gens peuvent contribuer et peuvent apporter de la valeur, apporter leur challenge. Et au contraire, on est demandeur. Donc au travers de cette plateforme de gestion de sources sur GitHub, on vous permet d'aller contribuer, de nous faire part de vos remarques et d'amélioration sur cet outil qui est certainement perfectible. Un petit dernier pour la route, parce que j'aime bien ce que Zenica avait mis en place, donc une société de services qui est un peu partout en France, petite ESN, qui a mis en place toute une démarche autour de l'intégration dans une chaîne d'intégration continue. Groupama a mis en place cette plateforme. C'est quelque chose d'assez costaud, mais qui permet d'avoir des métriques qui parlent aux gens et surtout qui permettent de mesurer en continu ce qui est fait. Parce que souvent, ce qu'on remarque sur le numérique responsable et sur les démarches d'éco-conception, c'est souvent porté par des individus et ça se perd très facilement dans les organisations. On peut très bien avoir d'autres urgences à gérer et on finit par perdre cette finesse et cette envie d'aller améliorer ses outils parce que il faut faire un scan à un moment donné. Si je prends l'exemple d'EcoIndex, vous allez le faire sur votre site web, vous n'allez pas forcément le faire au quotidien et on peut très vite dégrader un système avec quelques évolutions anodines. Donc d'où l'importance d'avoir une mesure qui est constante et continue et qui puisse être automatisée. Et je termine par le dernier slide, où vous retrouvez les liens en fait sur le collectif et sur la présentation de la démarche, ce qu'on a fait, et de vous dire qu'en fait les API, on est au cœur de tout le monde. Même quand on parle d'IA générative, le sous-système qui est derrière, enfin ce qui permet de communiquer avec ces IA, ce sont des API. Donc on n'a pas fini d'en trouver, on n'a pas fini d'en parler, et qu'on est au cœur du système et on est au bon endroit pour mesurer, pour identifier et d'améliorer et diminuer notre impact environnemental. Merci de votre attention et désolé pour les problèmes techniques. Et merci Julien pour la prise en main au pied levé. Merci Yannick et merci Julien. Franchement, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Je repars sur les questions. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit? À part des questions techniques. Et Julien, j'ai juste eu le temps d'entendre la blague. Oui, c'est bien la forêt de Brocéliande qui est en photo au tout début. Bon, très bien, si t'as pas entendu le reste, ça va. Alors, je crois que Florian pose une question. Je vais vous la transcrire telle qu'elle est. Ouais. GraphQL versus REST. Point d'interrogation. Là, je ne suis pas en capacité de comprendre. Non, alors, j'ai pas d'avis sur la question. Sincèrement, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller mesurer la taille du message derrière. Il y a des usages de GraphQL et alors, nous, pour le coup, côté Groupe Rocher, on n'en a pas mis en place. Côté L'Oréal, ils en ont fait pas mal. Ce qui est vraiment important, c'est de comparer la taille du message qui est derrière et revenir sur ces histoires d'échelle de valeur. Si on parle de quelques octets quand on fait le test, repensez au volume d'appels que vous allez avoir derrière et regardez et comparez ce que ça peut donner. Donc, j'ai pas d'avis sur la question, j'ai pas de débat, tout comme XML JSON. Je viens du mainframe, je viens des systèmes
COBOL, j'ai pas peur de le dire. Et donc, chaque techno apporte des avantages et a des inconvénients, mais mesurer et de comparer, c'est vraiment pour moi le point clé. Donc c'est pas du soupe, ça va. J'en ai soufflé, merci. Alors, il rebondit GraphQL serait mieux, point d'interrogation. Donc bon, En fait, ça pas dépend de- vraiment du contexte. Un langage peut pas être mieux qu'un autre si on n'a pas le contexte, si on n'a pas les habitudes des développeurs, si on n'a pas aussi les habitudes quelque part de l'entreprise dans laquelle on évolue. GraphQL est plus récent que REST, oui, mais pour autant, dans certains cas d'usage, REST peut être mieux. Donc ça dépend vraiment du contexte. Et oui, rappelez-vous d'une petite image qui a circulé sur les réseaux pendant un petit moment sur dire que C était moins consommateur d'énergie que du Python. C'est vrai, en fait, sur la façon de le faire et à mesure à un point T. Sauf que Python, on adresse une population beaucoup plus large. Et quand on parle de numérique responsable, on parle pas que d'impact environnemental, on parle aussi d'impact sociétal. Comment on fait en sorte d'inclure d'autres personnes, de mettre de la diversité autour de la technologie. Et donc, faut pas juste s'arrêter sur l'impact environnemental et l'équivalent CO2 qu'on émet. Il faut vraiment avoir une démarche globale et comprendre ce qu'on peut avoir derrière. parfait. Il y a Antoine que je vous transmets. Merci pour la présentation de cet ensemble de bonnes pratiques qui aident vraiment dans la réflexion autour de la conception éco-responsable. Votre toolkit inclut-il aussi des aspects de mesure de consommation énergétique effectif des API? En existe-t-il aussi ce type de mesure accessible pour les consommateurs des API? Alors, il y a beaucoup de Non. questions là. Ouais, non, mais je peux Que répondre directement. l'impact serait... Non. Ou de Donc, la l'impact réponse, framework? c'est Ouais. non. Ouais. Donc, non, on n'a pas d'outil pour mesurer, parce que, alors, ce que j'évoquais au tout début, hein, ce qui est très difficile, si vous prenez un outil comme Scaphandre, donc Hublot, j'ai toujours un doute sur lequel des deux est l'outil, mais fait par quelqu'un qui est arrivé à Boavista. La difficulté, c'est que cet outil, il faut l'installer sur les plateformes. Quand vous êtes dans du cloud, vous n'installez pas ce que vous voulez, surtout sur des couches basses. Alors, il y a des études, en l'occurrence avec Ecocode, au Challenge l'année dernière, il y a des universitaires qui ont travaillé là-dessus, qui ont regardé l'impact énergétique des applications en ayant accès à des machines. Et donc, typiquement sur un PC, on est capable d'aller récupérer les informations de consommation d'énergie de la CPU, de la carte graphique. C'est faisable. Et nous, en tous les cas, on ne le fournit pas parce que l'objectif n'était pas là, et pas de regarder en consommation, en watts combien on émet. Et oui, les frameworks, un point important sur les frameworks, c'est et même sur si on prend sur d'autres outils, c'est de voir est-ce qu'on a besoin de tout récupérer de ce framework. Typiquement, si vous êtes sur du Java, il y a certains composants qu'on importe déjà qui peut être assez gros, alors qu'on n'utilise qu'une fonctionnalité de ce composant-là. Donc il y a peut-être moyen de voir pour diminuer la taille de ses packages, la taille de son binaire à la fin, pour faire en sorte que ce binaire, quand il tourne sur une machine, il ait moins de footprint, enfin d'empreinte, pardon, sur la machine. Donc c'est des choses aussi à challenger sur le démarrage. Parfait. Je ne vois pas d'autres questions. Par contre, moi, j'en ai deux, si je peux. Alors, elles ne sont pas forcément techniques, mais vous qui êtes issus de grands groupes et donc qui avez fondé ce collectif, est-ce que, puisque l'importance des API est mise en exergue, vous êtes carrément que sur le sujet, est-ce que les grands groupes attendent de leurs partenaires, là je pense vraiment à des startups et des PME qui ont des solutions à fournir, qu'ils éco-conçoivent les API, qu'ils soient très vigilants sur les API? Est-ce que vous pensez que le ricochet, il est obligatoire? Oui, oui, oui. En fait, au-delà des API, hein, du coup, je suis vraiment désolé pour la partie de démarrage, mais sur ce qu'on explique en fait dans la démarche du groupe, nos projets, on les fait valider au tout démarrage, côté technologique, et on fait valider nos fournisseurs. Typiquement, on leur demande ils ont une évaluation EcoVadis. Alors EcoVadis, c'est très très large, hein. Ça va sur comment sont les salariés, enfin comment ils travaillent, enfin voilà, ça va très très loin en termes de notation. Et dedans, on a un volet sur la partie numérique, quels sont les points d'accès sur ce partenaire. Et puis on va poser des questions. Est-ce que vous avez une démarche d'éco-conception? Est-ce que vous avez des critères d'évaluation? Enfin voilà, on va poser des questions assez loin sur les partenaires avec qui on veut travailler autour de ce sujet-là. Et je passe la main à Julien du coup. Oui, alors nous, on a pas exactement les mêmes partenaires, mais c'est vrai que tous nos acteurs fintech, et je pense typiquement à Harvest, avec qui j'ai échangé la semaine dernière, effectivement, l'API est le canal privilégié d'échange interapplicatif en interne ou en externe.
Et surtout, on leur demande, notamment à nos partenaires, sur la consommation. Je le disais tout à l'heure, le temps qu'Yannick nous rejoigne, sur le fait de d'éco-consommer nos API et de le faire appel au bon moment, au juste moment, soit à travers de l'événementiel ou autre. Mais voilà, c'est vraiment ça, nous, le message qu'on fait passer auprès de nos partenaires qui viennent consommer. Je vois que le message est bien passé parce que c'est vraiment les deux points qui sont clés à retenir sur cette présentation. Ça concerne pas que les développeurs, hein. C'est pas que de l'éco-conception, c'est aussi de l'éco-consommation et les deux sont liés. Il y en a peut-être un qui est plus important que le second finalement. L'éco-consommation est aussi importante et même plus importante parce qu'on se rend bien compte que l'usage peut faire la différence. Alors après, si c'est mal conçu, ça va pas arranger les choses, mais en tous les cas, la consommation est quelque chose de clé dans l'évaluation. Justement, il y a producteurs et consommateurs. Comment on fait pour éduquer le consommateur? Parce qu'en fait, finalement, c'est celui qui produit de manière la plus frugale possible, Ouais. qui à la fin fait qu'il y a peut-être moins de consommation, parce que le consommateur, comment vous l'éduquez? En fait, à travers les KPI, tout à l'heure dans les domaines, je l'avais un petit peu introduit et Yannick l'a redit, c'est à travers le suivi des KPI, quand on voit une surconsommation, on va regarder un peu de plus près. Alors, ça peut être l'épaisseur du trait, mais on va regarder de plus près, de comprendre pourquoi il y a cette consommation. Je sais plus l'exemple que tu as cité, Yannick, tout à l'heure, mais qui était très pertinent. Ah oui, c'était Enedis. Enedis, ouais, Plutôt que de Linky, regarder, voilà, Linky. 5 minutes, ça sert à rien parce qu'en fait, donc ça, on va regarder la consommation de cette. Enfin, j'imagine à la place d'Enedis, je vais regarder la consommation de mes consommateurs d'API sur cet API-là. Et s'il y a une surconsommation, je vais prévenir la personne, rappeler à la personne le fait que ça sert à rien. On le met à jour qu'une fois par jour à 23h59. Je vais vous Ok. donner un autre exemple dans le milieu de l'automobile qui marche plutôt bien et qui va parler à Julien aussi, c'est qu'il y a certaines automobiles électriques ont des API accessibles et ces Mhm. API permettent de récupérer le niveau de la batterie. Eh bien, typiquement, si vous les sollicitez très souvent, vous consommez du coup la batterie du véhicule et vous allez la dégrader. Donc, d'où l'importance de dire aux développeurs ou aux personnes qui vont vouloir avoir sur une application, sur un smartphone où on a ma batterie, bah, n'allez pas récupérer les données toutes les 2-3 minutes, faites-le peut-être toutes les quarts d'heure, toutes les demi-heures, et donc d'informer dès le début quand on dit voilà j'ai cette API qui est accessible, bah, voilà l'impact qu'il peut y avoir derrière et voilà comment vous pouvez l'optimiser. Ok, super. J'ai pas Très cité de important. marque. Parfait. J'ai une dernière question et on s'arrêtera là-dessus. Donc, c'est Daniel qui pose cette question. Je développe des API pour la société SEA, donc SEA, pour partager des observations en mer. Comment puis-je savoir si mes applications sont éco-responsables? Eh bien de passer la grille d'évaluation. Vous prenez la grille d'évaluation qui est disponible sur le lien. Elle est Et là. vous regardez les règles. Alors bien sûr, vous regardez si elles sont compréhensibles ou pas pour votre périmètre. Et puis vous évaluez cette règle. On l'a fait plusieurs fois en interne avec des gens qui connaissaient pas du tout. Ils s'en sont plutôt bien sortis. Et de se dire, ben voilà, j'arrive à tel nombre de points, j'en suis à tel niveau. Est-ce que j'ai moyen de m'améliorer ou pas sur la note que j'ai obtenue? Et puis on est là pour vous aider si vous avez besoin derrière. Je vous invite à regarder sur le GitHub, vous avez une adresse mail sur laquelle vous pouvez solliciter, et puis sinon il y a le collectif. Et après, je vous invite à nous rejoindre au sein du collectif dans le groupe de travail. Dans tous les cas, le replay est accessible et si vous l'autorisez, Yannick, Oui, oui, pas de souci. la présentation, parce que pour ceux qui la demanderaient, parce que c'est pas toujours évident de regarder tout le replay, on aime bien avoir un PDF sur lequel on peut retrouver l'adresse précise. Je ne vois pas d'autres questions. Merci beaucoup pour votre réponse. Ok. Pas d'autres questions. Julien, as-tu parlé de France API? J'imagine que oui. Écoute, non. Non, j'ai été un peu stressé par l'enjeu. Oui. Non, Donc un effectivement, dernier très mot sur votre API alors. Ouais, très bonne vitrine publicitaire, si vous me permettez. On a un événement majeur autour des API dans 15 jours, mardi 11 juin, donc cette année 2024, c'est chaque année, mais là c'est le 11 juin 2024 dans lequel on va réunir 500 personnes, environ 500 experts API. Donc si vous voulez nous rejoindre, ça, c'est à Paris, espace Charenton. Vous tapez aussi France API sur votre moteur de recherche préféré et on vous y accueillera avec plaisir. On y parlera évidemment API, dont la durabilité des API, entre autres. Voilà. Et vous n'avez pas besoin d'être technique pour venir ou être expert ou architecte ou développeur, hein. L'API, c'est aussi la réponse à un besoin, à un cas d'usage, donc des enjeux business. Parfait. En tout cas, je note bien et je vais y aller sur l'Institut du numérique responsable. Vous aviez parlé d'une introduction de 30 D'un minutes.
petit MOOC. Exactement, d'un MOOC, ouais, qui est vraiment bien conçu. Je vous invite à le faire. On va regarder ça. Merci beaucoup en tout cas Yannick et Julien de votre intervention. Je pense qu'on en sait un tout petit peu plus sur la façon de mesurer, au moins d'évaluer, pas mesurer de manière empirique, mais au moins évaluer les API qu'on utilise toute la journée finalement, et qui peuvent être très intéressantes à regarder, ces éléments de mesure. Merci beaucoup à vous, on reste en contact. Et puis, on diffusera donc la présentation à ceux qui la souhaitent parmi nous. Et à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.